Incroyable mais vrai, épisode numéro 2. Pour la deuxième fois de la semaine, un grand quotidien du soir, Le Monde pour ne pas le nommer, consacre un article au droit. Après un premier article dont j'ai parlé, consacré au commun, qui avait pour objet une nouvelle appréhension du droit des biens, appréhension un peu révolutionnaire, le grand quotidien en question en consacre un nouvel article au droit, article intitulé « L'entreprise, société à responsabilité illimitée ». Joli titre. L'entreprise, société à responsabilité illimitée, article dans lequel est évoquée la quête d'harmonie entre l'activité des entreprises et les besoins de la société. En particulier, l'article fait allusion à une loi du 24 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, loi qui oblige les grandes sociétés françaises à élaborer et à mettre en œuvre un plan destiné à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité des personnes et à l'environnement, d'engendrer leurs activités ainsi que celles de leurs partenaires économiques, fournisseurs réguliers, filiales ou sous-traitants. Assurément, si on s'attache à l'esprit qui l'anime, on peut considérer qu'il s'agit d'une loi vertueuse. Mais si on s'arrête sur sa portée, on peut craindre qu'elle soit pour une large part une loi virtuelle. D'abord, une loi a priori vertueuse, car elle met fin à l'impunité dont bénéficiaient les grandes entreprises françaises qui abusaient des bienfaits économiques de la mondialisation sans en assumer les conséquences néfastes. En permettant, cette loi permet la mise en jeu de leurs responsabilités civiles. En effet, il était rare que la responsabilité civile d'une entreprise française puisse être mise en jeu quand l'activité de l'une de ses filiales ou de l'un de ses sous-traitants causait un dommage à autrui, notamment à l'étranger. Dans notre droit contemporain, ce qu'on appelle l'écran de la personnalité morale reste, sinon infranchissable, très résistant. Grâce à la loi nouvelle, et c'est en cela que je dirais que c'est une loi apparemment vertueuse, les victimes de dommages graves, à condition évidemment qu'elles entrent dans son champ d'application, pourront désormais, ces victimes, percer plus aisément l'écran de la personnalité morale. Comment ne pas s'en féliciter? Reste que, si on y regarde de plus près, sans sombrer dans un pessimisme excessif, on peut se demander si cette loi n'est pas, pour une assez large part, une loi virtuelle, comme je l'évoquais tout à l'heure. On peut craindre, en effet, sa probable ineffectivité. Pourquoi, allez-vous me dire? Pourquoi? D'une part, parce que la responsabilité telle que le législateur l'a conçue dans cette loi, semble avoir une portée essentiellement symbolique. D'autre part, en raison du champ d'application probablement assez réduit de cette loi nouvelle. D'une part, au regard de la nature de la responsabilité mise en place par la loi, c'est de cette nature donc que cette impression d'un texte purement symbolique se révèle. D'une part parce que le législateur a préféré édicter une responsabilité du fait personnel des grandes entreprises plutôt qu'une responsabilité du fait d'autrui en l'occurrence de leurs filiales, de leurs sous-traitants, de leurs partenaires réguliers et stables. Une telle responsabilité du fait d'autrui était parfaitement concevable pourtant, d'autant qu'on sait que dans notre droit positif, le critère de ce chef de responsabilité du fait d'autrui ne réside plus exclusivement sur l'autorité exercée sur autrui, lequel se caractérise par un lien de dépendance juridique
qui unit l'auteur du dommage à celui qui doit en répondre. Il repose aussi parfois sur l'activité économique exercée au profit d'autrui, sur l'autorité économique. Au fond, elle se traduit alors par un lien de dépendance économique entre celui dont le fait a causé le dommage et celui auquel on impute ce dommage, indépendamment de tout lien juridique entre l'un et l'autre. Techniquement, donc, l'instauration d'une responsabilité du fait d'autrui était parfaitement concevable. Mais, le législateur n'a manifestement pas osé franchir le pas, en raison sans doute, de la très forte réticence des grandes entreprises et de leurs assureurs à admettre que leur responsabilité puisse être engagée sur le seul fondement d'un lien trop vague de dépendance économique avec l'auteur du dommage. La nature de cette responsabilité façonnée par le législateur risque de la doter d'une portée essentiellement symbolique, parce qu'en second lieu, il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée, et non d'une responsabilité pour faute présumée, et moins encore, évidemment, d'une responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute prouvée a été retenue. Pourquoi? Bon, pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre pourquoi un type de responsabilité, et a fortiori la responsabilité sans faute, pourquoi la responsabilité pour faute présumée et la responsabilité sans faute n'ont pas été retenues par le législateur, lequel législateur a très probablement, une fois encore, à la farouche résistance des grandes entreprises et de leur relais au sein du gouvernement. Le régime que le législateur a adopté pour la responsabilité civile des grandes entreprises, qui ne respectent pas leur devoir de vigilance, risque, je crois, lui aussi, de conférer à cette loi une portée simplement symbolique. C'est d'abord, comme l'avaient prédit certains, la suppression de l'amende civile édictée par la loi, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel qui suscite un tel sentiment, pour ma part, déceptif. Le Conseil constitutionnel a décidé que une telle amende était contraire à la Constitution parce qu'elle n'était pas conforme au principe de la légalité des délits et des peines. En effet, selon les sages de la rue de Montpensier, le fait générateur de cette amende, à savoir le manquement susceptible de déclencher sa mise en jeu, n'était pas déterminé de façon assez précise dans le texte. À la réflexion, ce reproche me paraît bien sévère. Qui ignore ce que sont les droits humains, qui ignore ce que sont les libertés fondamentales, qui ignore ce qu'est la santé, la sécurité des personnes, l'environnement, que ce soit dans l'ordre interne ou dans l'ordre européen, légion sont les textes qui leur sont consacrés. Quant au concept d'atteinte, j'éprouve pour ma part quelques difficultés à comprendre les difficultés qui pourraient s'opposer à leur détermination conceptuelle. L'atteinte. En second lieu, ce sont les difficultés relatives à la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité instituée par la loi qui risquent, à mon sens, de la doter d'une portée essentiellement virtuelle. Difficultés relatives à la preuve de la faute, puisque c'est une responsabilité pour faute prouvée d'abord. Il ne sera pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour le demandeur à l'action, pour la victime. Il ne sera pas simple pour elle, pour cette victime, de démontrer que le défendeur, l'entreprise, n'a pas satisfait à son obligation de concevoir un plan de vigilance approprié et surtout d'en assurer une mise en œuvre effective. Et donc, il ne sera pas simple pour la victime de convaincre le juge que le défendeur à l'action a manqué à ses obligations. Difficulté donc d'abord relative à la preuve de la faute. Difficulté ensuite relative à la preuve du préjudice. Certes, le droit positif permet d'envisager que certaines associations puissent obtenir la réparation de dommages simplement
moraux. Mais on rappellera qu'en vertu de la loi, de la lettre de la loi, si la preuve d'un risque de dommage ou d'un dommage constitue évidemment une condition nécessaire, elle n'est pas une condition suffisante, puisque seuls les dommages graves sont réparables. En outre, il n'est pas compliqué d'imaginer que l'évaluation des dommages causés aux droits humains, aux libertés fondamentales, à l'environnement, cette évaluation ne sera pas chose aisée. Enfin, difficulté relative aux liens de causalité, aux termes de la loi. Le demandeur à l'action, la victime, ne sera indemnisé qu'à la condition qu'elle apporte la preuve que l'exécution de ses obligations par le défendeur, par la société, aurait permis d'éviter la réalisation du préjudice qu'elle a subi. Ce qui ne sera pas une mission très simple, assurément. On imagine aisément, en effet, que la victime d'un dommage causé à ses droits fondamentaux, cette victime, ou à sa santé par exemple, éprouvera beaucoup de difficultés à prouver que si la société mère avait respecté ses obligations de vigilance, elle, victime, n'aurait pas subi le dommage qui lui a été causé à la suite de l'activité défectueuse de la filiale, de la société mère. Outre le caractère, pour une part, à mon sens, je me trompe peut-être, je l'espère pour les victimes, symbolique de la responsabilité civile qu'elle a créée, la loi risque de n'être que virtuelle à cause de son champ d'application qui me semble par trop restrictif. Le champ d'application de la loi apparaît trop restrictif, non seulement quant aux entreprises qui sont visées dans cette loi, mais aussi sur un plan territorial. D'une part, ne sont visées que les entreprises privées françaises. Entreprises privées, à l'exclusion donc des entreprises publiques. Entreprises publiques dont l'activité en matière de marché public est pourtant proche de celle des entreprises privées. Pourquoi cette distinction? D'autre part, parmi ces entreprises privées, n'entrent dans le champ de l'application de la loi, dans le champ d'application de la loi, que les entreprises qui atteignent un certain seuil relatif au nombre de salariés. 5000 quand leurs filiales sont domiciliées sur le territoire français, 10 000 salariés si certaines de leurs filiales ont leur siège social. Or, les chiffres le révèlent, les sociétés françaises atteignant cette taille, ce nombre de salariés, sont très peu nombreuses. Par ailleurs, toutes les structures qui inondent notre marché, mais dont la société mère est à l'étranger, ne sont soumises à ces obligations que si elles ont une filiale employant plus de 5000 salariés en France. Donc, le champ d'application de la loi me paraît trop restrictif quant aux entreprises visées. Il l'est aussi sur un plan territorial. Il me semble que la faiblesse majeure de la loi procède du fait qu'il ne s'agit peut-être pas, en raison du silence assourdissant du législateur sur ce point, d'une loi de police. Ce qui aurait été nécessaire pour qu'elle régisse l'indemnisation des dommages subis par des victimes hors de France. La loi applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle sera donc, si ce diagnostic que j'espère faux est confirmé, celle du lieu de survenance du dommage. Par conséquent, quand le dommage se produira à l'étranger, la loi dont je parle n'aura pas vocation à s'appliquer. Encore faut-il réserver le cas des atteintes à l'environnement, puisque ceci, en vertu du règlement Rome II, eh bien, puisqu'en vertu de ce règlement, la victime est titulaire d'une option entre la loi du lieu du dommage et la loi du fait générateur de celui-ci. Quand on se souvient que les événements tragiques qui ont provoqué l'intervention du législateur français se sont déroulés hors de France, avec des centaines de milliers de victimes, je crois que c'était au Burkina Faso, on comprend que la loi nouvelle n'est pas prête, je crois, en espérant me tromper encore une fois, cette loi nouvelle
tant elle est virtuelle, je crois, n'est pas prête de résoudre les effets pervers de la mondialisation. Je vous remercie de votre attention. Vive l'ex-base.